L'armée égyptienne pourchasse les djihadistes après la série d'attaques dans le Sinaï. L'Égypte vient également de placer la branche armée du Hamas sur sa liste d'organisations terroristes. Colère et tristesse au Japon après l'annonce de la décapitation du deuxième otage japonais. La Jordanie, elle, s'inquiète du sort de son pilote de chasse, toujours aux mains de l'EI. Au Nigeria, l'armée tchadienne est entrée en action aujourd'hui pour tenter de déloger Boko Haram de plusieurs villages frontaliers. Des hélicoptères ont notamment bombardé plusieurs positions du groupe islamiste. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir à tous, on évoquera donc la situation dans la péninsule du Sinaï pour démarrer après une série d'attaques particulièrement violentes ce week-end attribuées aux djihadistes qui se réclament de l'État islamique et que l'armée égyptienne tente de combattre ce soir. L'armée égyptienne qui soupçonne également le Hamas depuis Gaza de prêter assistance à ces djihadistes et d'ailleurs la justice égyptienne a décidé ce week-end, et ce n'est peut-être pas une coïncidence, de placer la branche militaire du Hamas sur sa liste d'organisations terroristes. Colère, évidemment, à Gaza, on va en parler, tout comme d'autres développements liés à cette situation. Avec vous, Yitzhak Levanon, bonsoir, ancien ambassadeur d'Israël en Égypte, et avec vous, Eli Kermon, expert en contre-terrorisme au centre interdisciplinaire d'Herzliya. Bonsoir. Pour évoquer donc ces dernières violences dans le Sinaï. ده امر هيتكرر. انا ما خبيتش عليكم حاجه ان احنا هنقابل موجه ارهاب كبيره قوي لان احنا جينا على تنظيم في اقوى حالاته. المواجهه دي مواجهه صعبه وقويه وشريره وهتاخد وقت طويل. One of our journalists, Peter Grester, has been freed from prison after 400 days behind bars, and he is in good health. احنا مش هنسيب سينا لحد، يا تبقى سينا بتاعت المصريين يا نموت. Alors on va essayer donc d'expliquer pourquoi tout d'un coup ce regain de violence dans le Sinaï avec vous. Donc Yitzhak Levanon et Eli Kermon. À quoi correspond à votre avis cette offensive qui a été lancée ce week-end? Est-ce qu'il y a une connexion avec un événement extérieur ou est-ce que c'est vraiment lié à une situation locale? D'abord, le groupe djihadiste égyptien, soi-disant égyptien, Ansar al-Maqdis s'est proclamé une partie de l'État islamique. Et donc, il y a une tentative, en tant que le groupe central est attaqué en Irak et en Syrie, ils doivent prouver qu'ils réussissent quand même à attaquer les objectifs stratégiques, parce que le régime au Caire, c'est un objectif stratégique, et donc ils l'ont fait. Mais d'ailleurs, c'est une offensive qui est liée à l'offensive de l'armée égyptienne. Depuis plus d'un an et demi, l'armée égyptienne tente de détruire ce foyer très important de djihadistes, et il ne réussit pas. De ce point de vue, je crois que c'est un coup sévère à la politique du général Sisi, du président, et de l'armée égyptienne. Ouais. On a dit que le Hamas prêtait assistance ou servait peut-être de base arrière à ces terroristes. Il y a des liens qui existent, selon vous, Yitzhak Levanon, entre le Hamas et ce groupe C'est ce que l'Égypte prétend. Elle a fait ça au passé, elle le dit aujourd'hui. Et plus précisément, c'est le bras militaire, disons, de Hamas, Ezzeddin Qassam. Et c'est lui, d'ailleurs, que les Égyptiens, ils ont donné des preuves il y a 2 ans lorsqu'ils ont attaqué un groupe pendant le Ramadan des soldats égyptiens, ils les ont massacrés. Et donc l'Égypte, elle est sûre que le bras militaire de Hamas, Ezzeddin Qassam, c'est lui qui, ou bien porte assistance, ou bien il héberge chez lui, ou bien il permet le passage de ces gens-là pour faire des attaques dans le Sinaï.
c'est ce que l'Égypte croit profondément, et c'est pour cela que la décision est venue du tribunal de le mettre hors la loi ou bien de le déclarer comme institution terroriste. Et avec une réaction très vive du Hamas qui affirme aujourd'hui qu'il ne veut plus de l'Égypte comme médiateur pour discuter notamment avec Israël. C'est un problème ou pas? Oui, c'était un problème depuis longtemps parce que clairement l'Égypte préférait l'autorité palestinienne et Abou Mazen, pas le Hamas, mais ils n'avaient pas le choix. Je ne crois pas qu'ils auront le choix dans le futur s'il y aura des négociations. Mais je voudrais donner plusieurs exemples sur la participation du Hamas sur la scène terroriste en Égypte. D'abord, ils sont accusés et probablement ils ont été très actifs dans la libération des prisonniers islamistes, et cela inclut le président Morsi et tous les dirigeants des frères musulmans après janvier 2011. Et ensuite, en ce qui concerne cette attaque il y a 2 ans, le chef de cette action, un petit groupe djihadiste, et son leader, Abu Shamal, a été à Gaza. Ils n'ont pas voulu, le Hamas, l'extrader vers l'Égypte. Ils nous ont dit qu'ils ne savent pas où il se trouve. Il était en prison. Il a été libéré après 3 mois et il a été tué dans une action d'Israël parce qu'il était aussi responsable d'une attaque contre Israël à la même période. Donc c'est clair que c'est les mêmes gens qui sont soutenus ou protégés par le Hamas. Ils continuent probablement d'être sans être punis dans le territoire de Gaza. Ouais. Alors là où ça devient paradoxal quand même, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Non, oui, enfin, tout simplement disons un témoignage personnel. Lorsque moi j'étais en Égypte, on a clairement entendu qu'il y avait des gens de Hamas qui ont permis à des gens de sortir des prisons. Il y avait une prison qui était pas loin de ma résidence d'ailleurs. Aujourd'hui, les 2 fils de Moubarak, ils ont passé 3 ans là-bas. Et que 2 mois ou 3 mois plus tard, on a vu que les gens qui ont été libérés de Hamas, il y avait des gens de Hezbollah aussi, mais les gens de Hamas, ils sont arrivés à Gaza, ils ont donné une interview à la presse à Gaza, disant, oui, voilà, les gens des frères musulmans nous ont libérés, on a pris un taxi, le taxi était payé à l'avance, il nous a pris à la frontière, on est passé les tunnels et on est retourné chez nous. Donc, cette connivence existe entre, disons, la partie de Ezzedine el-Qassam avec ces terroristes, et c'est pour cela que l'Égypte, elle est fou furieuse, et de cela, on peut aussi comprendre le comportement de l'Égypte pendant la dernière guerre de Gaza avec nous. Ouais. Alors il y a eu une grosse opération de l'Égypte il y a peu de temps justement à Rafah pour éliminer une série de tunnels qui servaient justement à ces terroristes. On s'aperçoit aujourd'hui que ça paraît très compliqué pour l'armée égyptienne de réduire vraiment ces groupes djihadistes. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Est-ce qu'ils sont très bien armés? Disons, ils se sont fortifiés dans des régions au centre de la péninsule, une région très difficile de point de vue topographique, un peu comme l'Afghanistan, si vous voulez. Il y a 2 vallées là-bas. Ils ont encore le soutien de tribus bédouines. Et je crois que l'armée égyptienne a fait un gros effort ces dernières années, mais n'a pas fait un effort sur le plan économique. Et justement, le président Sisi a annoncé hier, je crois aujourd'hui, qu'ils vont donner 10 milliards de livres égyptiennes, non seulement pour la lutte contre le terrorisme, mais pour le développement économique de la région. Parce qu'il dit que le Sinaï doit rester une partie de la patrie, une partie de l'Égypte pour toujours. Et donc, probablement, maintenant, il y aura un effort tant sur le plan militaire, peut-être sur le plan d'intelligence, parce qu'ils n'ont pas peut-être suffisamment d'informations, et aussi sur le plan socio-économique. Regardez, je crois que l'Égypte est en train de payer maintenant la négligence pendant, si je ne me trompe pas, une 20aine ou une 30aine d'années. Et c'est vrai que le Sinaï appartient à l'Égypte du point de vue territorial, du point de vue légal, mais il a été complètement délaissé par le gouvernement central au Caire. Et c'est vrai, les 10 milliards de dollars que Sisi vient de déclarer, ce n'est pas la première fois, parce que Moubarak, avant lui, il a déclaré aussi 10 milliards de dollars, jusqu'au moment où son fils, Gamal, est venu et lui a dit, bon, on a besoin de cet argent pour d'autres dépenses, et ils n'ont pas donné cet argent. La seconde chose, c'est qu'il y a un problème de fond chez les Égyptiens qui vivent à l'intérieur de l'Égypte, ceux qui ne sont pas au Sinaï, c'est qu'ils voient dans chaque habitant du Sinaï, que ce soit un Bédouin ou que ce soit un Palestinien qui est venu vivre là-bas, ou bien des gens qui sont venus du Delta, ils sont tous des collaborateurs israéliens. Ils les ont dans la tête. À cause de l'occupation du Sinaï pendant les années... Donc, le 3e point, c'est que la façon dont le gouvernement central égyptien a entretenu ces gens-là,
Et ils ont augmenté, disons, l'animosité de ces gens contre l'autorité centrale. Et c'est pour cela qu'ils ne collaborent pas du point de vue de l'intelligence, par exemple, ou bien ils ne fournissent pas au gouvernement de Sisi actuellement toutes les informations qu'ils désirent. Ils sont avec Sisi contre le terrorisme, mais il y a aussi une partie qui fait fortune. Donc il y a un problème, et je crois que disons, la façon de Sisi vient de traiter les choses en prononçant qu'il va dépenser 10 milliards de francs ou de livres égyptiennes, il faut qu'il le fasse sur le champ. Ouais. Et deuxièmement, il faut changer l'approche, faire ces gens-là, peut-être qu'il y aura beaucoup plus d'intelligence et beaucoup plus de collaboration avec la communauté centrale au Caire. Alors on va voir d'ailleurs, on va revenir sur ce qui s'est passé ce week-end, avec donc de très violents combats, des attaques menées par ces groupes djihadistes dans le Sinaï visant les forces de sécurité égyptiennes. Maxime Pérez. Abdel Fattah al-Sisi confronté une nouvelle fois à la menace djihadiste. Les derniers attentats du Sinaï contre l'armée posent un immense défi à son pouvoir. Au risque d'escalade militaire dans la péninsule, s'ajoute le risque d'une vague d'attentats qui pourrait déstabiliser tout le pays. Le président égyptien est déterminé, mais il promet du sang, de la sueur et des larmes. Nous allons faire face à une grande vague de terrorisme car nous affrontons une organisation à son apogée, une organisation qui se bâtit depuis de nombreuses années. Elle est solidement implantée, elle a des plans, elle est prête à agir et connaît un certain succès dans le monde. Depuis la chute d'Hosni Moubarak en 2011, les autorités du Caire peinent à reprendre le contrôle de la péninsule du Sinaï. Face aux forces égyptiennes, des tribus bédouines converties à l'islam radical, certaines ont trouvé refuge dans des territoires montagneux difficiles d'accès. Elles n'ont aucun mal à recruter au sein d'une population qui se considère humiliée depuis des décennies. Les plus en vue, les djihadistes d'Ansar Beit al-Maqdess ont récemment prêté allégeance à l'État islamique. Égyptiens, qu'attendez-vous encore alors que votre honneur a été violé et que du sang a été versé par un tyran stupide et ses soldats? Comme en octobre dernier, après l'attaque qui avait tué près de 28 militaires égyptiens au nord du Sinaï, le président al-Sisi pointe un doigt accusateur en direction des frères musulmans, en particulier le Hamas à Gaza, accusé de connivence avec les djihadistes. L'Égypte, qui a déjà établi une zone tampon dans le secteur frontalier de Rafah et envisage même d'élargir ce no man's land, a décidé de bannir le mouvement islamiste palestinien. En substance, sa branche armée, les brigades Al-Qassam, viennent d'être classées comme organisation terroriste par un tribunal égyptien. Au bord de l'asphyxie, isolé, le Hamas a vigoureusement réagi en annonçant que les autorités du Caire ne seraient plus considérées comme un médiateur légitime, en particulier à l'égard de futurs pourparlers avec Israël. Une situation que pourrait exploiter l'Iran pour se repositionner dans la région. La République islamique aurait ainsi repris son financement du Hamas, selon l'État hébreu. Alors justement, on touche là un des paradoxes quand même de la situation aujourd'hui, c'est-à-dire que l'Iran annonce, ou en tout cas aurait repris donc son financement du Hamas, alors qu'on dit que le Hamas est lié à ces djihadistes qui sont eux proches de l'État islamique. Tout ça, c'est difficile à comprendre et pourtant ça semble avéré. Mais je crois aussi que les Égyptiens, les autorités égyptiennes ont aussi dit qu'il y a un support étranger à ces djihadistes. Et je crois qu'il faisait allusion à l'Iran. Parce que l'Iran peut aider aussi des groupes djihadistes, parce qu'il a aidé le Hamas, qui était un groupe tout en combattant l'État islamique en Irak. Oui. Ouais. Et aussi le djihad palestinien, qui est aussi une organisation djihadiste palestinienne. Et dans le temps, ils avaient aidé les djihadistes sunnites turcs, par exemple, dans les années 80. Donc, la stratégie de déstabilisation de l'Iran est aussi utilisée en Égypte. Par exemple, dans les années 2000, 2007, 2008, 2009, on a arrêté 53 terroristes du Hezbollah qui s'étaient infiltrés dans le Sinaï pour faire des attentats tant contre Israël, mais aussi contre le canal de Suez. Donc ici, il y a la possibilité de cette coopération. Je voudrais dire peut-être que la pression sur le Hamas et le fait qu'il n'y a pas de négociation entre Israël et les Palestiniens, le fait que le Qatar peut-être n'aidera plus ou n'aidera pas à un niveau plus élevé le Hamas financièrement,
pourra provoquer une réaction, disons, une explosion dans la bande de Gaza. Et ce n'est pas clair si ce sera une explosion, disons, une réaction militaire contre Israël, ou peut-être la population en Gaza pourra actionner révolter contre le Hamas. Regardez, je crois que Abdel Fattah al-Sisi, il a choisi son camp, de façon très claire. Il est avec la coalition internationale. Il combat, il est à l'avant-garde de combat contre le terrorisme. Il a parlé d'une révolution religieuse. Il a demandé à l'Europe de mettre fin, par exemple, ou de mettre, disons, de limiter tous les réseaux sociaux pour que le terroriste ne puisse pas faire avancer leur message. Donc, je crois que l'animosité qu'on voit aujourd'hui, que ce soit de la part de l'Iran, que ce soit de la part de Ezz el-Din al-Qassam ou de Hamas, ou du djihad, ou bien aujourd'hui le nouveau nom de Beit el-Maqdis, c'est le Vilayet du Sinaï. C'est le nouveau nom. Une province donc de l'État islamique. C'est ça, c'est la province, oui. Tout ça explique exactement parce qu'ils sont contre le fait que lui, Sisi, il a choisi son camp. Je crois que Sisi ne peut pas faire marche arrière. Il n'a pas le choix. Parce qu'on a vu, il y a 2 semaines à peu près, lorsqu'ils ont célébré le 4e anniversaire de la révolution de 2011, il y a eu une vague de terrorisme qui est passée depuis le nord-ouest d'Alexandrie jusqu'au sud, à Aswan. Passant partout, chez les métros, les grilles électroniques, l'électricité, tout ce que vous voulez, les attaques dans le métro. Donc, et je crois que Sisi n'a pas d'autre choix que de faire face, que ce soit au terrorisme à l'intérieur de l'Égypte, et maintenant avec cette vague de violence dans le Sinaï. Ça explique aussi le décharnement de Sisi en pourchassant ces gens-là. Il va le faire encore plus. Je crois que dans ce sens-là, il y aura peut-être dans le très proche futur une sorte d'approfondissement des relations entre Israël et l'Égypte à cause de cela, pour qu'on évite que le Hamas, ou bien que le Ezz el-Din al-Qassam, ou bien le Daesh, ou bien la province du Sinaï, ne se tourne vers Israël aussi, parce que nous, on va réagir. Enfin, c'est clair. Donc, il y aura peut-être ce genre d'approfondissement dans les relations ou la collaboration entre les 2 États. Ouais. Sur justement cette volonté de l'Iran aujourd'hui de reprendre pied à Gaza, est-ce que concrètement ça peut avoir un effet? Est-ce que l'Iran aujourd'hui peut acheminer des armes alors qu'on voit bien que la bande de Gaza est quand même beaucoup plus hermétique qu'auparavant? Ils auront beaucoup plus de difficultés qu'avant, justement parce qu'il y a cette zone tampon contre la contrebande à travers les tunnels. Mais ce que le régime iranien propose maintenant, c'est d'aider les Palestiniens en Cisjordanie à recevoir des missiles ou des roquettes de très courte portée, mais parce qu'ils sont très proches de Tel Aviv, des grandes cités d'Israël, c'est une menace très importante. Et c'est pour cela, je crois, qu'ils vont utiliser peut-être la base qu'ils tentent de construire à la frontière du nord du Golan. C'est une des tâches de cette base, qui est une plateforme pour des attaques terroristes et de missiles à partir du nord du Golan vers Israël. C'est aussi une base peut-être pour utiliser la contrebande d'armes à travers la Jordanie vers la Cisjordanie, comme on l'a fait d'ailleurs dans les années 2003, 2004, 2005. Alors voilà donc pour ces interrogations concernant l'Iran. Je voudrais qu'on regarde également aujourd'hui l'une des informations, on l'a vu tout à l'heure brièvement, c'est la décision de l'Égypte de libérer l'un des journalistes d'Al Jazeera, la chaîne d'information qatari, l'Australien Peter Grace, qui avait été condamné à 7 ans de prison pour diffusion de fausses nouvelles lors de la chute de Morsi. Vous le voyez sur ces images, c'était lors de son procès. Il a été aujourd'hui libéré, puis aussitôt expulsé vers Chypre par donc décision des autorités égyptiennes. Comment faut-il interpréter tout cela, Yitzhak Levanon? C'est une volonté d'apaisement vis-à-vis du Qatar, du régime égyptien? Il y a eu un accord avec, disons, l'Arabie Saoudite, le Qatar et le Caire, d'essayer d'arranger les choses dans les relations entre ces 3 pays. Al Jazeera, en tant que chaîne de télévision, dont les Égyptiens sont virulentement contre, ils ont même fait arrêter tous les correspondants, ils ont même cessé la diffusion de cette chaîne. Dans le cadre de cet accord, et je l'ai de sources égyptiennes, c'est que le Qatar devait donner les instructions à Al Jazeera pour amadouer ses attaques contre l'Égypte ou bien de les éliminer complètement. Jusqu'à aujourd'hui, d'après ce que j'ai entendu de sources égyptiennes il y a tout juste 4 ou 5 jours, c'est qu'il n'y a pas un grand changement.
La seconde chose, c'est que suite à cet accord, l'Égypte a donné des instructions aux juges et aux tribunaux de relancer, disons, les accusations contre les gens de El Jazeera. Le résultat vient de le voir maintenant parce que, bon, c'est un étranger. Il y a d'autres étrangers. Il y a un Canadien aussi. Il y a un Canadien aussi. Ah ouais, donc, ils ont fait un geste vers l'Australie, ils l'ont expulsé du pays et peut-être qu'ils envoient un signal au Qatar que, comme voilà, nous sommes intéressés, donc faites votre partie, vous aussi, et que El Jazeera Mubashara ou El Jazeera Al-Marsad, qui sont en Égypte, cessent leur attaque contre l'Égypte. On va le voir. Là-dessus, les Kerman? Oui, je crois, parce que le Jazeera, c'est un outil très important dans la radicalisation de la jeunesse, si vous voulez, égyptienne. Et pendant toute la révolution, ils ont été utilisés par le Qatar, justement, pour tenter de subvertir le régime. On a vu ensuite que le Qatar était le financier aussi des frères musulmans pendant toutes ces années, les 2 dernières années. Et maintenant, en principe, cet accord doit aussi cesser le financement des frères musulmans. 7 leaders de frères musulmans au Qatar ont été expulsés. On va voir si cette politique, qui est due surtout à la pression saoudienne et des autres pays du Golfe sur le Qatar, va être suivie dans le futur. Ouais. En revanche, sur le Hamas, est-ce que le Qatar, aujourd'hui, vous avez l'impression, a pris ses distances vis-à-vis du Hamas ou reste toujours un fidèle soutien? Je vois que Mashal est toujours là-bas et je ne vois pas la distance que le Qatar a pris. Peut-être que c'est une période intermédiaire. Mais moi, je dois vous dire une chose, Jean-Charles, c'est que, comme je le dis auparavant, moi, je suis de trop près l'Al Jazeera. Et plus précisément, il y a tous les programmes concernant l'Égypte, etc. C'est clair. Les gens qui demandent les questions, les gens qu'on les amène pour les interviewer, ils sont tous incités contre l'Égypte, d'après les questions même. Donc je crois que si j'étais égyptien, et je comprends maintenant ce que les Égyptiens m'ont dit, qu'ils ne croient pas à un seul mot au Qatar ni à El Jazeera parce que rien n'a changé. Et ça sera un vrai problème parce que s'ils sont là, on ne peut pas avancer trop. Maintenant, il y a un autre problème, c'est pas un problème, il y a un autre élément qui vient de rentrer dans ce cadre-là, c'est que ce qui a fait cet accord, c'était le roi qui vient de mourir et le prince héritier. Maintenant, il y a un nouveau roi. La question, si ce nouveau roi va continuer cet accord entre le Qatar et l'Égypte, moi je crois que je tends à prétendre que oui, il va continuer parce qu'il veut trouver la stabilité dans toute cette région et s'assurer que l'Égypte n'est pas attaquée par Al Jazeera fait partie de cette stabilité. Ouais. Sur le Hamas et le Qatar, Elie Kerman, vous avez l'impression que le Qatar va rester un fidèle soutien du Hamas? De toute façon, ce sera beaucoup plus difficile pour financer le Hamas. Dans la négociation qu'il y a eu après l'opération israélienne, ils avaient promis $1 milliard. Au Hamas, c'était le pays qui a promis au moins le plus d'argent, mais on sait que cet argent n'arrive pas du tout à Gaza, donc je ne crois pas que Qatar aura la possibilité, sans un accord avec les Égyptiens. Ouais. Alors je voudrais qu'on écoute maintenant justement quelques réactions, parce qu'on a dit évidemment qu'Israël suivait de très près ce qui se passait dans la péninsule du Sinaï, parce qu'effectivement il y a un groupe djihadiste qui opère et qui est particulièrement menaçant. Est-ce que les Israéliens ont confiance en l'Égypte justement pour venir à bout de ce groupe djihadiste? Quelques réactions recueillies aujourd'hui dans les rues de Tel Aviv. J'aimerais qu'on me dise que je peux partir tranquillement dans le Sinaï, voyager au Caire. Ça me manque beaucoup. Ça n'a pas l'air de se calmer pour le moment. Ça ne dépend pas du nombre de temps qu'on envoie, mais plutôt des restrictions qu'on impose si nécessaire. C'est une situation complexe, ce n'est pas si simple. Évidemment, le gouvernement égyptien contrôle entièrement les médias. On espère et on prie Dieu pour qu'il y ait la paix en Égypte le plus rapidement possible. Il va y avoir de l'agitation là-bas, mais je pense qu'il saura maîtriser la situation et finira par ramener le calme en Égypte. Je pense que Sisi est très puissant. Il veut le bien de tous. Certains l'aiment, d'autres ne l'aiment pas. Voilà donc pour ces quelques réactions. On remonte vraiment à Camp David et à la restitution du Sinaï par Israël à l'Égypte pour trouver la source des problèmes d'aujourd'hui, ou est-ce que c'est vraiment une situation qui a évolué et qui est plus récente? Non, enfin, pas récente, ça fait une vingtaine d'années.
Mais ça ne remonte pas à Camp David. C'est une conséquence, disons. Ce que j'ai dit de la façon dont les autorités centrales du Caire voient les gens qui vivent dans le Sinaï. Ils ont essayé de changer la situation. Regardez, le terrorisme existait auparavant, même du temps de Moubarak, dans les années 90. Je vous rappelle, ils ont tué 57 touristes à Aswan. Et donc, moi, je suis confiant que l'armée égyptienne, elle est capable. Mais elle fait face aussi à des vrais problèmes parce qu'aujourd'hui, le terrorisme n'est plus local. C'est un terrorisme qui, comme vous le dites, c'est le Daesh ou le ISIS, etc., ou bien Jabhat al-Nusra, ils sont tous liés et ils trouvent un terrain qui est beaucoup plus vaste qu'auparavant. Ils ne sont pas limités, disons. C'est vrai qu'ils actent ou ils travaillent dans le nord-est du Sinaï, mais ils ont des relations dans un territoire qui est beaucoup plus vaste. Le dernier point, c'est que, et je voudrais le mentionner, c'est aussi le rôle des États-Unis. Les Égyptiens n'ont pas aimé ce que les États-Unis ont fait récemment. Récemment, il y a 24 heures. C'est que, après que les Égyptiens ont déclaré que les frères musulmans étaient une institution qui était hors la loi et qui était terroriste, etc., subitement, le State Department, les affaires étrangères des États-Unis, eh bien, rencontre une délégation des frères musulmans pour discuter avec eux de point de vue politique. Les Égyptiens n'apprécient pas cela. Ouais, c'est pas la première fois qu'il y a évidemment de la friture entre Washington et le Caire. Je voudrais dire que certaines tribus bédouines se sont enrichies énormément pendant une période de 15-20 ans, quand il n'y avait pas de contrôle, tant de la contrebande d'armes lourdes du Soudan et de l'Iran vers le Gaza, ensuite contrebande de prostituées, contrebande d'immigrants étrangers, et cela tout à coup a été neutralisé. Et donc il y a, je crois, une grave crise économique justement après une période de richesse qui n'était pas contrôlée par un gouvernement central, donc on pouvait faire ce qu'on voulait avec l'argent. Et ça aussi, on doit d'une certaine manière donner certains avantages aux Bédouins et à leurs chefs, justement pour passer cette période de crise. Voilà. Comme d'habitude, c'est l'argent qui est le nerf de la guerre quand on cherche bien, et pas toujours uniquement le fanatisme, comme on le dit parfois. Merci beaucoup Elie Carmon, merci beaucoup Yitzhak Levanon. On espère vous avoir en tout cas éclairé un peu plus sur cette situation donc assez obscure dans le Sinaï depuis pas mal de temps déjà, mais avec les attaques violentes de ce week-end. Ça se passe évidemment aux portes aussi d'Israël et de la bande de Gaza. Dans un instant, on reviendra sur la situation en Syrie avec donc le dernier assassinat d'un otage par l'État islamique. Et puis, eh bien, on ira également en Israël s'intéresser à une campagne électorale qui prend un tour très polémique avec eh bien, des affaires révélées aujourd'hui, en tout cas qui sont en train de lancer la campagne, mais peut-être pas sur le terrain du débat que certains attendaient. Merci à vous. Dans un instant, la suite du Grand Direct, juste après une petite pause. À tout de suite. L'armée égyptienne entend pourchasser les djihadistes après la série d'attaques de ce week-end dans le Sinaï. L'Égypte qui vient également de placer la branche armée du Hamas sur sa liste d'organisations terroristes. Le Japon réclame justice après l'annonce de la décapitation d'un deuxième otage japonais par l'État islamique. La Jordanie, elle, s'inquiète du sort de son pilote de chasse, toujours aux mains de l'EI. Et puis au Nigeria, l'armée tchadienne est entrée en action pour déloger Boko Haram de plusieurs villages frontaliers. Des hélicoptères ont notamment bombardé plusieurs positions du groupe islamiste. L'État islamique a donc mis sa nouvelle menace à exécution en assassinant un deuxième otage japonais, un journaliste dont on avait à un moment évoqué le possible échange avec une prisonnière irakienne condamnée, elle, pour terrorisme en Jordanie. Mais les négociations n'ont pas abouti ces derniers jours et le pire redouté s'est donc produit. Steve Jourdain. Deuxième otage japonais exécuté en une semaine. Selon une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux, le journaliste Kenji Goto aurait été décapité par l'État islamique. Quand je pense à la douleur de la famille, je n'ai pas de mots. Le gouvernement a fait tout ce qui était en son pouvoir, mais l'issue est très regrettable. Daesh avait annoncé la semaine dernière avoir tué un premier otage japonais capturé en août dernier en Syrie. Kenji Goto était parti à sa recherche au moment de sa capture, avant d'être enlevé à son tour fin octobre.
Père de 2 jeunes enfants, Kenji Goto, 48 ans, était un journaliste réputé dans son pays. Il réalisait des reportages sur le Moyen-Orient pour le compte des chaînes de télévision japonaises. Sa mère avait à plusieurs reprises appelé l'État islamique à la clémence. Je ne trouve pas les mots face à cette nouvelle si déchirante. J'aimerais continuer à croire en ses rêves, à un monde sans guerre et à la possibilité de sauver les enfants de la pauvreté et des conflits armés. Selon l'État islamique, l'exécution de Goto vient punir la participation du Japon à la guerre de la coalition internationale, menée contre les djihadistes en Irak. Si Tokyo n'est pas directement impliquée dans les combats, elle contribue néanmoins de concert avec l'ONU à la délivrance d'une aide humanitaire sur le terrain. La communauté internationale, Paris, Londres et Washington ont condamné avec fermeté cette nouvelle mise à mort. C'est maintenant le sort du pilote jordanien retenu par l'OI qui mobilise les énergies. Son sort était lié à celui du journaliste japonais, mais la Jordanie affirme ne pas avoir reçu de preuves qu'il est toujours en vie avant de procéder à un éventuel échange. Léa Berdugo. Après la décapitation du journaliste japonais retenu par l'organisation État islamique, la peur grandit en Jordanie. Le royaume hachémite est toujours dans l'attente d'une preuve de vie de son pilote, second otage de l'EI. À Karak, son village natal, les habitants considèrent que le compte à rebours est enclenché. La mort de l'otage japonais montre que la mort de Mouad Al-Kasasbeh se rapproche, ce qui signifie que nous vivons un enfer. Nous voulons dire au gouvernement jordanien qu'il doit rapidement libérer notre fils, le pilote Mouad Al-Kasasbeh. Un appel que le gouvernement semble avoir entendu. Amman fera tout pour sauver et libérer son pilote. Ce sont les mots du porte-parole du gouvernement jordanien. Après l'assassinat du journaliste, le roi Abdallah II de Jordanie s'est entretenu avec le Premier ministre nippon Shinzo Abe. Le souverain a condamné un acte criminel et lâche, n'ayant aucun rapport avec l'islam. Samedi soir, la famille du pilote était réunie lors d'une veillée. Objectif, obtenir une libération rapide de leurs proches. L'affaire Mouad est une cause nationale et le gouvernement jordanien devra toujours se rappeler le cas de l'otage Mouad Al-Kasasbeh. L'organisation État islamique menace d'exécuter le pilote si le pouvoir jordanien ne libère pas une djihadiste irakienne retenue à Amman, Sajida al-Rishawi. Le gouvernement de son côté exige une preuve de vie de Mouad Al-Kasasbeh avant d'envisager toute libération. La vidéo diffusée samedi dans laquelle l'EI affirme avoir décapité le journaliste japonais ne fait aucune mention du pilote jordanien. Alors on vous a beaucoup parlé ici même ces derniers jours de ce clip lancé par le gouvernement français pour tenter de détourner les jeunes candidats au djihad, parce que cela évidemment peut avoir ensuite des conséquences, comme on l'a vu, tragiques ces derniers temps. On va en parler avec vous, Rudy Saada, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Spécialiste des réseaux sociaux, parce que ce clip français, du gouvernement français, donc officiel, a été très critiqué aux États-Unis. Oui, alors Stop Djihadisme, on l'a dit, c'est le nom donc, de cette campagne, donc vous l'avez dit, qui a beaucoup fait parler depuis son lancement. On va rapidement résumer l'axe de la campagne, c'est ce qui s'appelle de la mesure positive, c'est-à-dire lutter contre la propagande djihadiste par des campagnes YouTube, Twitter ou Instagram, le terrain de prédilection évidemment du recrutement au djihad. Alors ces mesures dites positives, elles s'opposent aux mesures dites négatives qui sont la suppression pure et dure des sites djihadistes. Et comme le montre cette illustration qu'on va voir, supprimer ne sert à rien, on l'a déjà dit, parce que dès la suppression des sites renaissent. Alors revenons à ces critiques venues des médias américains comme Foreign Policy aux The Atlantic. Elle vise surtout cette affichette, au-delà de la vidéo, cette affichette diffusée sur les réseaux sociaux, elle fait partie du dispositif et elle invite à déceler les signes de radicalisation chez les jeunes, chez un proche ou un ami. Alors c'est des petits pictogrammes qui disent que par exemple le fait de changer brusquement d'habitude alimentaire ou de style d'habillement sont éventuellement des signes de radicalisation, tout en précisant que cela n'indique pas ce n'est pas forcément tout le temps le cas. Alors cela fait réagir sur les réseaux sociaux américains qui parlent d'une campagne qui crée un climat de délation, de suspicion, qui pousse à la délation, et puis d'autres le prennent avec un peu plus d'humour, comme cet internaute qui se demande si on est considéré
considérés comme djihadistes si un jour on arrête de faire du sport, par exemple. Ouais. Alors c'est étonnant, hein, parce que justement, cette campagne française s'est inspirée de codes d'une campagne américaine. Oui, une campagne américaine qui existe depuis 2013. C'est le centre du département d'État pour les communications stratégiques antiterroristes aux États-Unis qui a lancé une campagne depuis longtemps baptisée Think Again and Turn Away, c'est-à-dire pense-y à deux fois et fais demi-tour en fait. Alors sur Twitter, sur les mêmes supports dont on parlait, les communicants américains s'adressent directement aux jeunes en utilisant parfois des images très dures. Alors regardez, Manuel Valls l'a dit, il s'est inspiré du dispositif et du style américain. Est-ce qu'on voit actuellement, on va le voir dans un instant à l'image, ce sont des vidéos extraites de cette campagne Think Again and Turn Away, avec notamment la vidéo d'un homme jeté d'un ravin. Eh bien regardez, on ne le voit pas dans la vidéo, eh bien en tout cas la même vidéo a été utilisée dans le clip Stop Djihadisme. Les codes sont à peu près les mêmes et on va regarder un tout petit extrait de la vidéo française. Alors effectivement, on retrouve effectivement les images dont vous nous parliez dans la campagne américaine. Quel bilan on peut faire de ce genre de campagne et justement par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis? Alors les experts vous diront que l'effet est quasiment nul, mais surtout aussi qu'il ne faut pas laisser cet espace de communication inoccupé. Donc il faut occuper le terrain quoi qu'il arrive. Quant aux responsables de la campagne américaine, ils revendiquent déjà 20 000 abonnés sur leur compte Twitter et disent qu'ils répondent à de nombreuses questions de jeunes, voire de très jeunes, sur le réseau Ask. C'est un réseau où on pose des questions et on répond. Donc à noter aussi qu'en Arabie Saoudite, en Irak, en Syrie, les gouvernements eux aussi ont investi les réseaux sociaux et les médias pour contrer l'idéologie djihadiste. Pour finir, en Arabie Saoudite par exemple, ce sont des imams qui ont été recrutés pour répondre en ligne aux questions des jeunes sur Internet. Merci beaucoup Rudy Saada, donc spécialiste des réseaux sociaux. Cet attentat suicide justement en plein cœur de Damas en Syrie aujourd'hui, c'est un membre du groupe Jabhat al-Nusra qui s'est fait exploser devant un bus transportant des pèlerins chiites. Bilan 7 morts et 20 blessés. Attentat dénoncé par l'Iran ce soir. Au Nigeria, alors que Boko Haram a lancé une nouvelle attaque contre une ville du nord-est, les forces tchadiennes mobilisées à la frontière ont commencé à attaquer le groupe islamiste pour le déloger de plusieurs villages frontaliers. Leslie Rezoug. Le Tchad en guerre contre Boko Haram. Samedi, l'armée s'est déployée à la frontière avec le Nigeria et les troupes connaissent leur premier succès en capturant des membres du groupe islamiste. Ils auraient également tué 123 combattants des rangs de Boko Haram. Une intervention militaire largement appuyée et soutenue par l'Union africaine. Réunie samedi, l'organisation est revenue sur l'importance de la lutte contre les djihadistes. Un discours porté par Robert Mugabe, le très décrié chef de l'État du Zimbabwe et l'actuel président de l'Union. Nous souhaitons exprimer notre complet soutien aux efforts des pays membres de la Commission du lac du bassin du Tchad et du Bénin en particulier pour avoir établi une force internationale afin de combattre Boko Haram. L'organisation compte par ailleurs envoyer 7500 soldats supplémentaires pour appuyer les forces des 4 pays directement impliqués par la menace. Le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria luttent en effet ensemble depuis le mois d'octobre. Pourtant, sur le terrain, les attaques continuent de se multiplier. Ce dimanche, un attentat suicide a fait au moins 7 morts au Nigeria. Le Nigeria particulièrement éprouvé par des combats incessants. L'ancien fief du groupe Maiduguri est ce dimanche la cible d'une offensive de Boko Haram. Depuis ce matin, des tirs et des explosions se succèdent, car la ville d'1 million d'habitants est particulièrement stratégique pour le groupe. Au nord-est du pays, elle représente une porte ouverte vers le Tchad et le Cameroun. Mais selon l'armée nigériane, l'offensive du groupe islamiste aurait été repoussée il y a quelques heures. Alors que l'élection présidentielle se tiendra dans 2 semaines, les Nigérians s'inquiètent des tensions grandissantes dans le pays et ils attendent du futur président une véritable action contre un groupe islamiste qui sème la terreur dans le pays et dont l'influence n'en finit pas de s'étendre à l'échelle régionale. L'armée israélienne a ouvert une enquête sur les circonstances de la mort d'un Palestinien de 19 ans tué hier après qu'il ait lancé un cocktail Molotov sur un véhicule de civils israéliens à Shomron, près de Naplouse. Un autre
palestinien a été blessé dans cet affrontement. Direction à présent l'implantation isolée d'Amona, toujours en Cisjordanie. Depuis des années, ce lieu est l'objet d'une bataille judiciaire interminable entre des Palestiniens qui revendiquent cette terre et le gouvernement israélien qui a multiplié les procédures. Mais la Haute Cour de justice vient de demander le démantèlement total d'ici 2 ans. Sur place, Uri Shapira avec Leslie Rezouig. Avirai Boharon, représentant du quartier général d'Amona, n'oubliera jamais la journée du 1er février 2006. Il y a 9 ans, des milliers de policiers venaient évacuer et démolir 9 habitations dans l'implantation illégale d'Amona, au cœur de la Cisjordanie. Une évacuation ordonnée par la Haute Cour de justice israélienne qui avait déclaré que ces maisons étaient construites sur des terres palestiniennes. L'opération avait été menée quelques mois seulement après le retrait israélien de Gaza. Un autre coup dur pour la droite. Des milliers de personnes étaient venues apporter leur soutien aux habitants. L'évacuation avait causé en tout plus de 200 blessés, dont 80 agents de la sécurité. 9 ans après, Boharon justifie encore le comportement des opposants face aux autorités. J'ai vu 2 officiers et je leur ai dit « Écoutez, si vous ne faites pas marche arrière, il y aura des morts. » Nous n'avons rien planifié, comme un enfant qui lutte contre quelqu'un qui essaye de lui arracher quelque chose des mains. L'enfant sait que l'adulte va gagner, mais il se démène. On ne peut pas savoir comment ça se termine. Mais Boharon n'est pas au bout de ses peines. Il y a quelques semaines, la Cour a ordonné l'ordre d'évacuer cet avant-poste tout entier dans un délai de 2 ans. Une décision qui survient au bout d'une longue bataille juridique menée par l'association humanitaire Yesh Din. Chargée d'assurer la défense des familles palestiniennes, Yesh Din a fait valoir que les terres sur lesquelles Amona avait été construite leur avaient été dérobées par la force dans les années 90. L'État a présenté des photographies aériennes des années 80 et 90 montrant que la zone était cultivée par les Palestiniens. Mais pour Boharon, ces terres étaient désertées à l'arrivée des habitants juifs. Ces terres n'ont été volées à personne. Personne n'était là avant que nous n'arrivions. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ces collines sont vides. Débouté par la Cour, Boharon s'est mis en quête d'un autre moyen de sauver l'avant-poste. Il s'est porté récemment candidat aux primaires du Foyer juif, un parti qui prône l'annexion des zones C de Cisjordanie. Mais il n'a obtenu que la 17e place, pas assez pour s'assurer un siège au Parlement suite aux élections du 17 mars. Mais Boharon et ses partisans ne perdent pas l'espoir de garder leur maison. Et justement, en pleine campagne électorale en Israël, une nouvelle polémique vise l'épouse du Premier ministre Netanyahou. Le quotidien de gauche Haaretz a révélé qu'elle avait indûment récupéré des bouteilles vides achetées pour la consommation de sa résidence, mais payées donc par le bureau du Premier ministre afin de s'approprier l'argent de la consigne. Petit bénéfice, mais grosse affaire. Maël Benoliel. Simple complot électoral ou véritable scandale politique ? Un tapage médiatique en tout cas dont se serait bien passé le Premier ministre israélien et candidat aux prochaines élections, Benyamin Netanyahou. Une extravagante histoire associant le nom de son épouse Sarah Netanyahou et un supposé trafic de consignes de bouteilles vides déchaîne ces derniers jours la classe politique et les médias israéliens à moins de 2 mois des élections législatives. Selon ces derniers, Sarah Netanyahou est soupçonnée d'avoir personnellement empoché l'argent de la consigne après le retour en magasin des bouteilles achetées pour le bureau du Premier ministre. Des sommes d'argent censées revenir aux caisses publiques, pour un total de plusieurs milliers de dollars sur plusieurs années. Des sommes qui peuvent paraître dérisoires au vu du statut de la première dame israélienne. Mais alors que les élections se rapprochent, les scandales s'accumulent autour de la personne de Sarah Netanyahou et les langues se délient. Humiliation du personnel, comportement abusif et ingérence dans les affaires politiques de son mari. Les attaques vont bon train du côté des médias israéliens qui ont publié récemment des extraits détaillés des procès-verbaux de 2 anciens employés de la résidence principale du Premier ministre. Des médias que Benyamin Netanyahou accuse d'attaques calomnieuses contre lui et son épouse en vue de faire tomber le Likoud, son parti politique, et de favoriser l'arrivée au pouvoir de la gauche. Le Premier ministre, en pleine campagne électorale, est même monté au créneau récemment via sa page Facebook. « Je vais le dire ici le plus clairement possible, ceux qui veulent critiquer ma politique de façon pertinente, ne vous en privez pas.
Ma famille, vous la laissez tranquille, a averti Benjamin Netanyahou. Le tribunal du travail de Jérusalem avait accepté en décembre dernier la demande du Premier ministre de reporter une procédure judiciaire engagée contre sa femme après les élections législatives prévues le 17 mars prochain. Le chef actuel du gouvernement entretient des relations électriques avec la presse. Une presse qu'il accuse régulièrement d'être acquise aux idées de l'opposition. Chef de file de cette opposition, le camp sioniste, le parti d'alliance entre Tzipi Livni et Bougie Herzog. Une aubaine pour ce nouveau parti de centre-gauche élevé au rang de principal rival du Likoud de ces élections, d'après les derniers sondages. Et en France, retiré de la vie politique depuis l'affaire du Sofitel à New York, l'ancien patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn, va comparaître à partir de demain devant un tribunal correctionnel à Lille dans une autre affaire, celle dite du Carlton. C'est un réseau de prostitution où son rôle reste à éclaircir. Steve Jourdain. C'est en compagnie de 13 autres personnes que Dominique Strauss-Kahn prendra place sur le banc des prévenus. L'ancien patron du FMI côtoiera notamment Dodo Lassemure, un proxénète mis en examen pour proxénétisme aggravé en Réunion. Depuis mars 2012, DSK est inculpé pour les mêmes motifs. Favori des dernières élections présidentielles, les juges d'instruction lui reprochent d'avoir été au cœur d'un vaste réseau de prostitution mis en place par ses amis du Nord. Selon les termes de l'instruction, DSK ne pouvait ignorer que les femmes qu'on lui présentait lors de parties fines organisées à Washington, Madrid ou encore Paris étaient des prostituées et qu'il était en quelque sorte le roi de la fête, l'instigateur de ces soirées. Tout le monde savait, vous, journalistes, tout le monde savait, et d'autres, qu'il avait une addiction, j'allais dire au sexe. Mais ça, c'est un problème moral, c'est pas un problème de justice. Du côté de la défense, la ligne est la même depuis le début de l'affaire. DSK est certes un adepte du libertinage, mais il ignorait que les jeunes femmes étaient des prostituées. Nous irons au débat public de manière tout à fait sereine. Et nous démontrerons ce que nous avons toujours dit, à savoir que cette infraction reprochée à Dominique Strauss-Kahn est absurde et que nous sommes dans la morale et non pas dans le droit. Dominique Strauss-Kahn est attendu lundi pour l'ouverture du procès. Celui-ci durera 3 semaines. DSK est passible de 10 ans de prison. Et justement, un sondage publié aujourd'hui en France donne 2 éléments assez contradictoires. On va essayer d'en parler justement. Tout d'abord, une majorité de Français ne souhaitent pas son retour dans la vie politique, mais 79% d'entre eux estiment cependant qu'il aurait été un meilleur président que François Hollande. On est en ligne avec Philippe Moreau-Chevrolet, fondateur de l'agence de communication MCBG. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous êtes surpris déjà par bien les 2 résultats, on va dire, un petit peu contradictoires de ce sondage? Alors, surpris, non, pas vraiment. Il est devenu une habitude en France de comparer François Hollande avec à peu près toutes les personnalités politiques pour savoir si elles auraient mieux fait que lui, mieux rempli que lui son mandat. Donc, on est habitué à ce type de sondage. Dominique Strauss-Kahn a une compétence économique que les Français lui reconnaissent toujours. Il y a aucune discussion là-dessus. Après, est-ce qu'il pourrait être élu, est-ce qu'il ferait encore un bon président après tout ce qui s'est passé? Naturellement non, parce qu'il y a quand même un rejet des affaires, un rejet de sa personnalité aussi, et puis disons qu'il n'a pas bien géré non plus son image au cours de toutes ces années, donc ça a laissé quand même des traces assez profondes. Mais alors justement, le fait que les Français reconnaissent ses compétences économiques, mais bon, c'est une majorité finalement très courte qui ne souhaite pas son retour en politique. Ça tient à quoi à votre avis? Parce que c'est pas une vraie majorité écrasante. Ça tient au fait qu'il y a eu quand même beaucoup d'erreurs de sa part. C'est qu'il a pas vraiment, il a reconnu ses torts, mais à demi-mot, il n'a jamais paru vraiment très convaincu de ses propres torts. Donc il n'a pas fait cette espèce de mea culpa qu'on attendait. Et puis les affaires se sont succédées, se sont accumulées, et ça a détruit petit à petit son image, sachant qu'il lui était extrêmement difficile, n'ayant aucun mandat finalement politique. Ça lui était extrêmement difficile de revenir dans la course. Donc il a peu à peu perdu du terrain, on va dire. C'est vrai que les Français ne sont pas très sensibles à ce type de problématique en général. Donc pour vous, c'est plus un constat, une fois de plus, de l'impopularité de François Hollande que de la popularité virtuelle de Strauss-Kahn? Oui, c'est plus disons que c'est un désir que des Français qui a été contrarié, c'est-à-dire qu'ils auraient aimé dans cette période de crise, c'est vrai, avoir un profil un peu plus fort comme président et certainement une affirmation de compétences plus forte sur le terrain économique notamment. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, ils ont été un peu frustrés par ce qui s'est passé. Ils n'ont pas pu
élire ou ne pas élire Dominique Strauss-Kahn. Ils ont été privés de ce choix, et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a nécessairement un regret, parce que au fond, c'est un gâchis épouvantable d'un point de vue démocratique. Merci beaucoup Philippe Moreau-Chevrolet. Je rappelle donc que vous dirigez l'agence de communication MCBG Conseil. En Ukraine, après l'échec de nouvelles discussions de paix à Minsk ce week-end, les combats ont repris dans l'Est et plusieurs capitales, dont Paris et Berlin, demandent ce soir un arrêt d'urgence de ces combats. On dénombre pour les seules dernières 24 heures une trentaine de nouveaux morts, principalement des soldats ukrainiens. Il semble que les rebelles russes visent une nouvelle zone stratégique entre Lugansk et Donetsk. Le nouveau gouvernement grec, lui, entame sa tournée européenne pour expliquer ses nouvelles orientations. Le nouveau Premier ministre Tsipras et son ministre des Finances vont notamment aller en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. Ce soir, c'est à Paris qu'arrive le tout nouveau ministre des Finances, alors que la France, elle, répète qu'elle est opposée à l'effacement de la dette grecque. Écoutez. La place de la Grèce est dans l'euro, dans l'eurozone, dans l'eurogroupe. Que c'est là qu'elle a construit une partie de son passé, mais c'est là qu'elle pourra construire ou reconstruire une grande partie de son avenir. Nous avons donc cette conviction commune que la Grèce est dans l'euro et restera dans l'euro. Et on va écouter à présent la toute première déclaration en France donc, du ministre des Finances Varoufakis. Okay. Aujourd'hui à Paris, notre gouvernement fraîchement élu a eu la première opportunité de faire part à nos partenaires de notre détermination à ouvrir une page qui prend en compte en premier lieu les intérêts européens et en second lieu ceux de la Grèce, de la France et de tous les autres, afin de s'assurer que notre union économique et monétaire soit un succès grâce au succès de chacun. À Hong Kong, les manifestants pro-démocratie remettent le couvert. Des milliers d'entre eux sont descendus dans les rues aujourd'hui pour défier de nouveau les autorités chinoises. Quelques semaines après une évacuation spectaculaire par la force de ces manifestants qui ont bloqué le centre-ville pendant plusieurs semaines. Le tennis, c'est l'Open d'Australie, 5e victoire en finale pour le Serbe Novak Djokovic. Aujourd'hui, vous le voyez à l'écran, ça a été assez disputé face à l'Écossais Andy Murray. Premier set pour Murray, 7-6. Deuxième set pour Djokovic, 7-6. Ensuite, Djokovic a été quelque peu blessé, mais il est revenu en pleine forme. Il a remporté 6-3 à la troisième manche et 6-0, vous le voyez, avec un tennis irrésistible. Donc, ce match qui lui permet donc de devenir le premier joueur de l'ère Open à remporter 5 fois ce tournoi d'Australie. Djokovic que l'on va écouter. Je me sens tellement privilégié, je veux dire honoré et reconnaissant d'être ici en tant que champion pour la 5e fois et de faire partie de ce groupe de joueurs d'élite avec Sir Roy Emerson, Rod Laver et les autres légendes de notre sport. Voilà, 5e titre pour Djokovic et puis 5e titre également pour l'équipe de France de handball masculine qui vient de remporter, c'était il y a quelques minutes, la finale des championnats du monde au Qatar, face au Qatar justement. Victoire 25-22 pour l'équipe emmenée par Claude Onesta, le sélectionneur que vous venez de voir à l'image. 5e titre donc pour l'équipe de France de handball. Et puis l'événement, la nuit prochaine aux États-Unis, eh bien, ce sera le Super Bowl, la finale du championnat de football américain. Seattle affronte Boston, toujours un engouement phénoménal autour de cet événement, qu'il soit sportif ou médiatique d'ailleurs. On va en parler justement et on est en direct avec notre correspondant à New York, David Benaïm. Bonsoir à vous, David. Alors, un mot donc justement sur d'abord cette affiche sportive, c'est un vrai choc ce soir ? Ah oui, c'est un vrai choc pour cette 49e édition, le Super Bowl. C'est le champion de l'année dernière, des Seahawks de Seattle, qui s'apprête à affronter les Patriots de Nouvelle-Angleterre. Et c'est le spectacle le plus regardé aux États-Unis, plus que les Oscars ou que les Jeux Olympiques. Le Super Bowl, c'est 71 000 fans qui ont payé en moyenne plus de $6 000, qui vont assister à la rencontre au stade de l'Université de Phoenix en Arizona. On est à quelques heures du match. La Nouvelle-Angleterre est favori avec un seul point d'avance sur Seattle selon les bookmakers de Las Vegas. Sur le terrain, la star, c'est Tom Brady, que vous pouvez voir ici sur la New York Times Magazine. Il devient le quarterback avec le plus grand nombre de sélections en disputant ce soir son 6e Super Bowl.
Et devant la télé, ce seront 184 millions de téléspectateurs qui sont attendus. C'est une très grande tradition américaine qui continue ce soir. Alors David, un mot également d'un sport qui n'a pas été exempté de polémique cette année et cette saison. C'est un peu aussi la particularité du football américain. C'est en effet une des particularités, c'est une année très très noire pour le football. La dernière polémique en date, c'est le Deflategate. C'est une controverse qui accuse les challengers de ce soir, les Patriots, d'avoir délibérément ou par négligence dégonflé légèrement les ballons de foot utilisés lors de leur rencontre il y a 2 semaines face à Indianapolis en demi-finale. Mais cette polémique, elle est ridiculisée par les humoristes de Saturday Night Live, en passant par Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, dans leurs émissions satiriques du soir. C'est rien comparé aux incidents de cet automne. Cet automne, le quarterback Ray Rice de Baltimore a été pris en flagrant délit de violence conjugale, frappant sa fiancée devant les caméras de surveillance d'un casino d'Atlantic City. La scène dévoilée par TMZ a été vue un nombre incalculable de fois sur toutes les chaînes de télé et sur Internet. La NFL a mis des mois avant de reconnaître la gravité des faits et d'interdire le joueur de remettre temporairement les pieds sur un terrain. Elle a attaqué sur tous les fronts la Ligue de football. Elle s'est confrontée à de nombreuses études médicales prouvant l'impact dévastateur du sport sur la santé de ses joueurs. Selon la chaîne ESPN, plus de 20% des joueurs retraités de la Ligue souffrent de commotion cérébrale. En juillet dernier, un juge fédéral a même approuvé une compensation financière pour plus de 200 anciens joueurs retraités, leur attribuant une moyenne de $180 000 chacun. Et depuis, les joueurs dans les clubs universitaires doivent porter un casque spécial anti-commotion avec senseur électronique. Merci beaucoup David Benaïm. On suivra donc ce match, ce choc entre Seattle et Boston la nuit prochaine. C'est la finale du Super Bowl américain. On était en direct de New York. Dans un instant, on va revenir au débat électoral en Israël avec plusieurs polémiques qui se juxtaposent alors que la campagne a plutôt du mal à démarrer pour ce qui est des thèmes principaux qui doivent être abordés. En tout cas, il y a déjà plusieurs polémiques. On va en parler dans un instant avec plusieurs invités. Restez avec nous, à tout de suite.